exactement donc à Sotoboua. C'est la question principale aujourd'hui. Nous allons revenir également sur la question de la reddition des comptes. L'inspection générale d'État demande clairement aujourd'hui des remboursements express à l'INAM et à la SAFER. On parle de détournement de fonds de ce côté. Que se passe-t-il réellement aussi avec l'argent public? La question, on va l'aborder clairement ici en studio avec Ambroise Pondio, Jacques Diakouti. On sera rejoint en studio par Joseph Gada. Bienvenue sur la radio. Taxi FM, la seule radio de débat, d'info et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial avec les confrères en studio. Vous aussi qui nous écoutez sur la radio. Génial Taxi FM, vous pouvez aussi participer au débat en nous envoyant pour l'instant vos messages SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64. Bonjour Jacques Diakouti. Bonjour Eric, bonjour Ambroise, bonjour aux auditeurs de Taxi FM. Tout va bien? Oui, c'est toujours un plaisir de nous retrouver tous les mardis dans ce studio. Merci d'être là. Pour débattre avec les confrères et les auditeurs qui sont à l'écoute. Bien sûr. Bonjour Ambroise Pondio. Oui, bonjour Eric, bonjour Jacques, bonjour les auditeurs qui nous suivent actuellement. Tout va bien? Je rends grâce à Dieu. Très bien. À part une grippe là qui est là, ben on va gérer. Oui, si. Apparemment, c'est un peu partout, ces temps-ci. Mais personne ne nous dit ce qu'il faut faire pour ne pas attraper la grippe. Oui, moi je pense qu'il faut toujours rincer les narines tout le temps. Tout le temps. Se protéger. Pourquoi ne pas faire revenir les cache-nez? Moi, quand on parle de cache-nez, ça me ramène des mauvais souvenirs. Mais je suis conscient que ça protège surtout les immédiats et ceux qui sont dans les milieux un peu pollués. Voilà. C'est important. Si. Tout simplement, c'est le comportement que nos autorités ont adopté au temps de Covid qui a marqué beaucoup de gens qui ne veulent même pas entendre parler de cache-nez alors que c'est un produit qui protège son homme. Bien sûr. Et je voulais commencer l'émission avec les élections à venir, les législatives et les régionales. Vous savez que la date, c'est le 13 avril prochain et depuis ce matin, c'est ouvert. La CENI va commencer donc à recueillir les candidatures des citoyens qui veulent donc être soit députés ou conseillers régionaux. Mais la question aujourd'hui, peut-être qu'on ne l'évoque pas très souvent, c'est la question sécuritaire autour de ce scrutin. Est-ce que ce scrutin présente des garanties de sécurité, surtout à l'intérieur du pays ou non? Jacques Diakouti. Non, je crois que en écoutant par exemple le ministre secrétaire général du gouvernement sur une chaîne de la place, effectivement, il a évoqué la question sécuritaire sur les convois, sur les meetings qui seront organisés dans les localités et surtout dans les préfectures et tout ça par rapport à la campagne électorale à venir. Bon, la question sécuritaire qui se pose pas seulement aujourd'hui dans la région de Savane, nous voyons également ce qui se passe dans certaines localités, et spécialement dans ce qui se passe au niveau de Sotoboua, qui fait craindre aujourd'hui les gens par rapport au rassemblement prévu par rapport à ces élections. L'important aujourd'hui, je crois que l'État a l'obligation d'assurer effectivement la sécurité de nos compatriotes, surtout des candidats qui seront appelés à se rassembler autour effectivement des candidats sur cette élection. Assurer la sécurité voudrait dire qu'il faudrait que l'État puisse avoir effectivement un mécanisme de renseignement. Parce que la meilleure sécurité dans un pays, c'est les renseignements. Oui, bien sûr. Il faudrait que l'État puisse avoir tout pour que... Et puis on a un État plus renseigné de la sous-région, c'est ce qu'on nous dit. Oui, mais vous savez, quant à ce qui concerne la sécurité, vous ne pouvez pas dire que vous avez une sécurité garantie à 100%. Vous ne pouvez pas avoir une armée, même si elle est puissante, dire que cette armée a les moyens pour assurer la sécurité à 100%. Il faut toujours des gens. On a vu en Israël. Voilà, il faut toujours des gens pour vous renseigner. Donc, c'est le ministre Yark souvent qui a l'habitude de dire que c'est vrai qu'on peut assurer la sécurité, mais la première sécurité, c'est Dieu. Donc, il faudrait aujourd'hui que l'État puisse rassurer nos compatriotes. L'État rassure les compatriotes par rapport au déplacement, parce qu'il faut toujours signaler. Et également aux candidats, j'ai écouté un peu le ministre, moi, où il disait qu'il faudrait également que les candidats, lorsqu'ils veulent se déplacer d'un point A à un point B, il faut toujours également prendre le temps de pouvoir signaler au ministère de la Sécurité qui est en charge
de ces élections, de leur mouvement et de leur rassemblement par rapport à cette campagne. Donc, je crois que c'est un mouvement d'ensemble dans cette histoire. Moi, je dis, ce n'est pas seulement une affaire du ministère de la Sécurité, ce n'est pas une affaire de l'État, mais l'affaire là nous concerne tous. Parce que si aujourd'hui, on dit qu'il y a un problème dans une localité, sachez qu'on ne pourra pas battre campagne. Donc, l'État a son rôle à jouer, nous avons également notre rôle à jouer, et l'armée également a son rôle à jouer. Donc, il faudrait qu'il puisse y avoir une synergie entre l'armée, les populations et l'État pour qu'on puisse effectivement... Alors, on a le sentiment, quand on écoute le ministre, secrétaire général du gouvernement, que le scrutin ou les scrutins qui arrivent là, sont des scrutins à haut risque. Et que ça va être compliqué, il va falloir être extrêmement vigilant sur le terrain. Est-ce que ce n'est pas un autre message qu'on est en train de renvoyer là, Ambroise? Oui, dans un contexte sécuritaire fragile, il est évident que certains messages puissent être apportés aux populations pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Ça, c'est la forme. Oui. Mais en plus, à contrario, il faut éviter que, comme tu le dis, cela crée une certaine zizanie au sein de la même population, parce que le mal n'est pas dans tout le pays. Le mal est circonscrit dans une certaine zone du septentrion. Ah, attention. Hein. Attention. Non, laisse-moi continuer. Et je nous dis qu'en réalité, certes, on n'est pas à l'abri, mais on sait aujourd'hui que une portion du territoire dans le nord est en mouvement avec les terroristes. Au demeurant, il y a lieu quand même en période électorale, surtout de campagne, d'avoir plus de sûreté et de sécurité de la part des forces de sécurité et d'être vigilant soi-même. Mais ça ne doit pas occulter l'importance de la campagne électorale ou l'importance de la sortie des partis politiques pour sensibiliser l'opinion publique, leurs militants, sur l'enjeu de ces élections et ce pourquoi ils sont là pour justement avoir le voix. Il y a des choses qui amènent l'opinion ou une certaine classe à prendre ces informations ou ces collectifs avec des gants. En ce sens que, depuis longtemps, pratiquement près de 4 ans, l'autorité n'a jamais laissé personne organiser quoi que ce soit dans ce pays. Et quand je parle de quoi que ce soit, non seulement les marches, qui sont pratiquement interdites, les rencontres même, les réunions des partis politiques, même les réunions au sein de la société civile, même des petits groupes de personnes dans des hôtels sont interdites. Comment vous pouvez comprendre ça? Mais au même moment, ou bien au même moment, vous avez des organisations proches du pouvoir, RPT unis, et des militants du parti uni organiser des meetings par-ci, par-là, pour des sujets divers. Des fois même qui ne sont pas liés forcément à la pré-campagne, c'est-à-dire aux élections, soit c'est des matchs de football, ou soit c'est des histoires dormies debout qui essaient juste de capter l'opinion pour leur dire que nous serons là bientôt. On a vu lors de la finale de la CAN. Ça n'exclut même pas. Voilà, c'était le cas du Parti uni qui ont fait du fonds de commerce une CAN qui se joue en Côte d'Ivoire, alors que même ils ne sont pas qualifiés. Ça fait 3 fois. Ça fait 3 éditions qu'ils ne sont pas qualifiés. Et le Togo, oui. Oui, que le Togo n'est pas qualifié. Oui, sûr. Quand on parle de Togo, c'est nous tous. Mais eux, ils veulent s'approprier. Tout comme il y a une chanson qui a été composée par un de nos frères de l'église presbytérienne d'Agoué. Attends, je me rappelle. Mais merci là. Ils ont pris cette chanson comme leur propriété privée, comme leur chasse gardée, tout simplement pour envoyer des messages. C'est tombé dans le domaine public, donc du coup, tout le monde. Non, je ne le refuse pas. C'est juste une parenthèse. D'accord, très bien. Et donc, moi, je n'ai rien contre eux. Mais ce que Trimois dit, moi, je le prends avec des gants. Pour ne pas... Je me méfie même. Pour ne pas créer... pour dire que... Parce que la crainte, c'est que les préfets là, qui sont à l'extérieur, c'est un message qu'on est en train d'envoyer aux gens. C'est pas aux gens, à l'opposition, aux militants de l'opposition. Nous sommes en élection, mais si possible, on peut les interdire même de faire des meetings. En période de campagne électorale.
C'est le message qui se cache derrière ce que le gouvernement est en train de dire à travers le ministre et moi. Pour vous dire qu'en réalité, ce qu'il dit peut être vrai. On a organisé une canne. Comment on peut dire ça? Je ne sais pas la plus merveilleuse ou la plus gigantesque du continent, c'est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a été victime d'attentats terroristes au Grand Bassam et partout. Ils savent ça. Mais on n'a pas vu ce message alarmiste que les Ivoiriens ont pour ne pas ameuter ceux qui viendront au terrain. Tous les terrains sont pratiquement au moins à moitié pleins pour les autres, pour les demi-finales et autres, surtout quand la Côte d'Ivoire. Mais au Togo, depuis longtemps, personne n'a eu à organiser un meeting. Maintenant, nous sommes en période de campagne. Certes, non, la police, pré-campagne. Certes, la police doit être pour protéger, pour la gendarmerie, doit protéger. Puis il s'agit des deux forces-là, pas la militaire. La société civile aussi peut intervenir pour sensibiliser. Et on ne peut pas refuser aux partis politiques qui, pendant 5 ans, n'ont jamais eu la chance de sillonner. Il suffit qu'il y ait un préfet, soit à Kara, ou soit dans la Koso, ou soit dans le Bamono, qui interdisent carrément. Il suffit que le préfet prenne une note. Et les préfets aussi sont la plupart du temps des militaires. Des CB, là, quand ils parlent de gendarmerie, là, des commandants de brigade, là, ça ne vous dit rien. Ça te dit que c'est eux-mêmes qui doivent vous dire là où vous devez aller. C'est-à-dire là où il y a, j'imagine que là où il y a une masse de population, où l'ANC, où la DMP peuvent aller sensibiliser, ou FDR, tout ça là. Ils vous disent que non, là-bas là, c'est un point. Il y a le Tchadien qui peut se retrouver là-bas. Et donc si ce Tchadien-là peut se retrouver là-bas, le mieux même, c'est même pas, il ne faut même pas aller là-bas. Alors que c'est là où se trouve la masse à sensibiliser. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce que le pouvoir que nous avons ici ne fait rien gratuitement. Il le fait toujours dans son intérêt. Si ce n'est pas dans son intérêt, derrière le fait de nous bluffer avec un report des élections, ce n'est pas anodin. Ils ne sont pas prêts. Ils ont tâté les poules, ils ont jeté la balle pour voir comment ça va prendre, placer tous les pions, s'assurer que ça va marcher pour leur intérêt, dans leur intérêt. Et ils ont lancé le jeu. Maintenant, on lance le jeu, mais on verrouille encore avec des sommes faramineuses pour caution, avec le nombre de députés qui va crisser la blague. Ça, c'est un débat sur lequel on pourra revenir. On va revenir. Oui, Joseph, bonjour. Merci de me rejoindre dans ce studio. La question sécuritaire aujourd'hui, c'est vraiment important. Mais là, le message qui est envoyé, un peu comme disait Ambroise, ça veut dire qu'on doit faire extrêmement attention et que il se peut que il y a des interdictions partout. Mais envoyer un message pour avertir quelqu'un par rapport à un danger qui peut-être plane à l'horizon n'est pas quelque chose de mal. Quoi qu'on dise, je pense que depuis un certain moment, c'est ce qui est Blaise, le Togo est assis quand on parle de terrorisme. C'est vrai qu'on a parlé de la Côte d'Ivoire qui a organisé une CAN, la merveilleuse CAN. Et pas attention à ce que la Côte d'Ivoire a mis comme les dispositions, c'est les dispositifs militaires, sécuritaire, militaire, autour de la personne, on n'en sait rien. Pour ne pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a une base militaire française aussi là-bas. Donc il faut faire extrêmement attention. Je pense que le gouvernement, en lançant, c'est juste, moi je pense que c'est juste, c'est des alertes et il faut faire extrêmement attention. Parce que quand on parle de contexte sécuritaire, souvent on a tendance à parler du Grand Nord, c'est-à-dire dans les Pendjab, et c'est faux parce que nous avons toujours des zones dormantes partout sur le territoire. Bien que vous et moi, nous n'avons pas des informations par rapport à ça, mais je pense que les services de renseignement ont des informations. C'est pour cela que peut-être que il serait difficile de protéger par exemple une marche par rapport à un groupement quelque part. C'est pourquoi il dit qu'il faut faire extrêmement attention par rapport à ce qui arrive. C'est vrai que nous avons nos forces de sécurité et de défense qui sont aguerries. Mais n'oubliez pas que ceux qui sont en face aussi disposent des moyens de renseignement. Très sûr même. C'est pourquoi il dit qu'il faut faire extrêmement attention. Nous allons vers une élection. Peut-être que ce que moi je souhaitais, peut-être que dans le jour à venir, que le gouvernement puisse quand même rencontrer l'ensemble de la classe politique et pour qu'ensemble ils réfléchissent sur d'abord les dispositifs et du moins les dispositions prises par d'abord le gouvernement et sur la question sécuritaire d'abord et qu'est-ce que l'opposition, sa classe politique aussi apportera comme recommandation, ou bien comme amendement, ou bien comme suggestion
politique-là. C'est important qu'il réfléchisse là-dessus. Parce que c'est vrai qu'Ambroise l'avait dit, et ça, c'est expliquant que c'est les à côté. Nous sommes en politique, tout est possible. Je peux connaître aussi, ou bien je peux savoir que cette zone, c'est pour mon adversaire. Puisque j'ai le pouvoir, je peux faire semblant de lui interdire parce que là-bas il y a ou bien même je peux même créer des situations qui ne l'obligent même pas à aller sur le terrain. Nous sommes sur le terrain politique et tout est possible. Mais si au début on s'entend sur des principes, sur des objectifs fixes, je pense qu'il n'y aura pas tellement de problèmes. Et parce que nous avons la RDC et pourtant il a été organisé des élections là-bas il y a quelques mois. Donc ça veut dire que c'est possible aussi, on peut quand même organiser. Mais comme je l'ai dit, l'ennemi est toujours caché, vous ne le verrez pas. Puisque on dit souvent l'habitude de dire que c'est une guerre asymétrique, vous ne verrez jamais l'ennemi. L'ennemi peut sortir de n'importe qui, n'a pas de visage clair. C'est ça, de n'importe où, de votre maison, du marché, de n'importe où. Donc pourquoi il faut faire extrêmement attention. Seulement que le message fait peur, entre griffes, c'est ça qu'il faut essayer d'enlever dans l'esprit des gens. Parce que si c'est comme ça, les gens disent « Ah, moi je préfère rester à Lomé parce que, bon, moi Lomé, nous sommes sûrs d'être protégés, on n'y a pas à l'intérieur. » J'ai eu à entendre certains responsables du politique dire « Non, mais tel que ça se passe, nous, on préfère juste rester à Lomé, du moins, et concentrer notre force. Ils ne préfèrent pas mettre quand même leur vie en danger. J'ai vu à échanger avec les gens. Donc, pourquoi il faut faire extrêmement attention par rapport à ce message. Je le dis, je le répète, que le gouvernement appelle la classe politique à s'entendre sur les mécanismes des dispositions prises actuellement pour les mesures sécuritaires, pour pouvoir protéger du moins et la population et la classe politique au cours de cette campagne qui a... Ce dont tu es en train de parler est quand même important, c'est-à-dire que ce sont des questions sécuritaires. Et je l'ai dit tout à l'heure, on a tendance à croire que ce qui se passe au Grand Nord du Togo, ce n'est que là-bas. Or, il semble qu'il y a des cellules dormantes un peu partout, dans le Coteau, dans quoi, partout. Même à Lomé. Même à Lomé, oui, exactement. Le vrai problème, c'est quoi? Dans un pays, vous savez qu'il y a souvent ce qu'on appelle les concertations entre le pouvoir, les acteurs politiques et la société civile sur certaines questions de la nation. C'est-à-dire que c'est ce qui nous manque au Togo. C'est-à-dire qu'il y a des informations, par exemple, que le pouvoir dispose, mais qui ne partagent pas forcément. Oui, et c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, des informations, vous ne partagez pas ces informations avec vos interlocuteurs, ceux qui sont devant vous, attendez voir ce qui est des spéculations un peu partout. Parce que les gens diront systématiquement... Mais attendez, excusez-moi, mais sur certaines questions de renseignement, il se ferait que des gens refusent ou rechignent de partager des informations avec le camp d'en face. Bien sûr, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit. Si le camp d'en face ne veut pas partager, c'est parce que quelque part peut-être qu'il y a manque de confiance. En fait, c'est ça. Alors que sur certaines questions qui concernent effectivement la nation, ceux qui sont au pouvoir sont obligés de partager. C'est-à-dire que, parce que lorsque vous partagez, ceux que vous avez également en face ont quand même un pouvoir également quelque part. Ils ont un pouvoir et ils ont également des gens qui peuvent également aller parler aux autres par rapport à certaines situations. Parce que quoi qu'on dise, l'État ne maîtrise pas les coins et les recoins du pays. Vous comprenez? L'État seul ne peut pas contrôler tout ça. S'il y a par exemple des gens dans des zones où on peut par exemple exploiter leurs connaissances, on peut exploiter par exemple leur savoir-faire pour aider effectivement ceux qui sont là, ceux qui sont en place en matière de sécurité, il faudrait qu'on associe les gens. Si c'est une question d'ordre national, on a besoin de l'ensemble des Togolais. Vous avez vu entre-temps en France, quand il s'agit de cette crise qui était née par rapport aux Gilets jaunes, mais Macron était obligé, parce que c'est une question d'intérêt national. Quand ce qui concerne une question d'intérêt national, on n'a pas besoin de la gauche ou de la droite, c'est-à-dire que vous êtes obligé de rester ensemble pour réfléchir, parce que ça, c'est une question d'intérêt national. Aujourd'hui, on ne parle pas du terrorisme. On nous dit qu'il y a les cellules dormantes un peu partout dans le pays. Vous venez de citer certaines localités, mais ça, il faudrait également qu'on puisse mettre ça à l'appui dans l'oreille de l'opposition, parce que l'opposition doit être également au courant de ça.
et savoir comment s'y organiser. Parce que lorsque vous avez ce genre d'informations, vous saurez également comment vous organiser. Lorsque l'État interdit d'aller dans cette zone, n'allez pas par ici. C'est pas parce que l'État interdit systématiquement les meetings. C'est pas ça. Mais peut-être que l'État est en train de mettre la puce à l'oreille que voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, ce qu'on tient comme argument et puis pour qu'on empêche, c'est le Tchadien. Ouais. Donc, si le Tchadien, il est mort, non? Le Tchadien qui est arrivé. Son esprit plane. Aujourd'hui, c'est le Tchadien. Donc, si ce Tchadien-là, si ce Tchadien-là n'a pas créé ce problème, il ne pense pas quel argument l'État trouverait encore pour interdire le rassemblement. C'est ce Tchadien-là qui est venu nous foutre la merde ici. Et je crois comme Alors, je vais lire quelques messages des auditeurs jusque-là. Il y a un auditeur qui me dit dites-moi, les soldats togolais sont du parti uni ou quoi? Comment ils arrivent à sécuriser les manifestations du LIR et non pas celles de l'opposition? Les malfrats ne visent que les gens de l'opposition, se demande donc cet auditeur. Il y a un qui dit qu'Ambroise a totalement raison. Tout ceci à la veille des élections, car c'est dans ce cas dans un vote sans campagne, c'est l'opposition qui est désavantagée. Il faut rééquilibrer donc le débat politique pour le bien des Togolais, dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit le régime togolais est dictatorial, couvert de semblants de démocratie, qu'on dirait nous, de la RDC. J'ai honte pour cet auditeur-là. La question, quand même, elle reste centrale. Et il faut, comme vous l'avez dit, il va falloir que le gouvernement communique avec l'opposition, enfin la classe politique ensemble, pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir un seul langage. Et même que chacun soit au même niveau d'information. Au-delà de la classe politique, même les médias. Oui, les médias. Très important aussi. Parce que nous sommes des acteurs aussi clés de cette campagne. Bon, si vous le dites. Oui, mais nous sommes des acteurs clés. Soit on réclame. Si ce n'est pas notre droit, c'est un autre droit, on réclame, c'est ça. Parce que nous participons aussi à cette campagne. Alors, il y a un auditeur qui me dit que, bon, je pense que le vrai souci, c'est que le pouvoir ne sait pas qu'il a une opposition avec lui. Bon, ça dépend de l'opposition aussi. Ça dépend aussi de l'opposition. Parce que je dis souvent, j'ai l'habitude de le dire, en matière politique, c'est une question de rapport de force. Bien sûr. Quand vous ne montrez pas votre rapport, votre force aussi à l'autre, bon, l'autre a son boulevard et l'exploite. Donc, ce qu'il faut faire, c'est très intéressant parce que faut pas que ces questions-là arrivent dans les jours à venir. J'ai dit, et puis, ce côté aussi, où dans certaines localités, on interdit, il y a, c'est pas, certaines autorités locales qui interdisent aussi systématiquement aux militants, c'est-à-dire à certains militants de l'opposition même de faire les pré-campagnes, tout ça, je pense que ça revient. Ça revient. Et ça, c'est pas bien. Est-ce que c'est pas les possibles germes d'une forme de contestation plus tard? Voilà. Parce que vous n'avez pas le monopole d'interdire aux militants de l'opposition, par exemple, de se réunir entre eux pour parler ou bien informer pas pour des marches, juste pour informer les réunions, oui, vous les interdisez. Alors qu'au même moment, si le pouvoir, si le pouvoir voulait organiser un truc, on l'accepte. Parce que l'information aussi arrive de temps en temps. Oui, moi, quelqu'un m'a saisi Akara, ils sont allés à Akara, juste pour informer aussi leur base par rapport au dossier à préparer pour le dépôt de candidature et leur expliquer des choses. C'est bon, certaines choses que les militants ne connaissent pas encore. Et on leur a dit non, pas question. Ah oui? Oui, on ne dit pas question. Oui, mais on a dit, est-ce qu'ils ont eu l'autorisation quelque part? Mais il a dit non, mais ça c'est juste entre nous. C'est juste une réunion entre nous, entre les militants. Ce n'est pas une grande, c'est pas une meeting. On leur a dit non. Vous voyez déjà. Donc, je pense que le gouvernement, à travers ces émissions, ces débats, ces informations, de se rappeler et de veiller. Est-ce qu'il faut former aussi les maires? Moi, je suis. Non, ça existe. Les CB. Est-ce qu'ils ne sont pas formés, informés? Cette question, de ce problème-là, peut-être pas d'aujourd'hui. On connaît quand même ces informations. C'est que bon, dans certaines localités, il y a des préfets entre griffes aussi zélés. Il y a entre griffes aussi zélés qui ne veulent pas voir aussi l'opposition. Vous savez, parce qu'il y a certains préfets qui sont aussi du parti au pouvoir, mais ils veulent, comment appeler ça, sécuriser leur localité, leur poste aussi. Donc ils ne voulaient pas qu'un intrus vienne et veiller aussi la population. Donc c'est pourquoi à chaque fois il dit, est-ce que, bon,
je vais laisser l'opposition parler ce matin. Mais l'essentiel, c'est que si nous, effectivement, nous voulons avoir un rapport de force, ce n'est pas aller casser les choses. Non. C'est de monter aussi pour une maturité politique. Je voulais juste chuter là où Joseph a terminé son en disant que, en fait, le problème ne se pose même pas quand vous allez au Sénégal, quand les gens ont été tués tout récemment, quand le préfet de Dakar a autorisé les marches, personne n'a cassé quoi que ce soit. Et l'histoire a démontré que même ceux-là qui cassent là, c'est les infidèles qui cassent, on met ça sur le dos de l'opposition. Même ici chez nous au Togo, on a même eu à enlever certains trucs qui ne sont pas militants. Et donc, la dernière fois qu'on a laissé l'opposition marcher, la société civile marcher à Dakar, alors qu'on interdisait chaque manifestation, ils ont constaté que rien ne s'est passé. Les gens ont fait les marches dans le calme, dans la paix. C'est ce que l'opposition togolaise et la société civile aussi demandent ici. Même pour des sujets, sur les sujets sociaux, les autorités refusent. Le problème, c'est la peur. C'est-à-dire que c'est la frisson. Quand vous allez les laisser sortir pour revendiquer quoi, pour le crédit, tout ça là, ça ils vont s'enchaîner parce qu'ils ont peur de la population. Pourquoi vous avez peur d'une population que vous estimez que vous avez voté il y a de cela quelques années? Ce n'est pas normal. Les gens veulent manifester. Parce que quand vous mettez quelque chose dans la bouteille et que ça arrive à un moment donné, vous refusez, quand le bouchon, c'est comme des rats. Des rats, même dans ton véhicule, tu seras, comment on dit ça, tu seras saoulé dans ton véhicule. Parce que ça va exploser. Et donc, c'est pour éviter ça qu'il faut qu'on communique, qu'il faut qu'on informe, qu'on sensibilise les autorités, que quand les gens veulent manifester, laissez-les manifester, encadrer les manifestations. S'il y a à veiller à mener l'ordre quelque part, vous êtes libre de le faire. Mais, tout comme ce qui s'est passé ailleurs, à Soutoubois, les gens interviennent, on établit l'ordre. On va pas à Soutoubois justement. Pas les militaires, oui. ce qui n'est pas réglementaire. C'est juste la parenthèse. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, il y a un auditeur qui nous dit l'élection au Togo, quelle que soit sa forme, ne résoudra rien. C'est son avis sur le sujet. Un autre qui nous dit, moi, je trouve que le pouvoir a peur que ça déraille, comme dans les autres pays du Sahel le font. Il veut que la population trouve un endroit à faire sortir leur colère. Un autre auditeur qui nous dit, par exemple, que la politique au Togo est finalement un jeu brutal. C'est son avis sur le sujet. Et ça nous amène à évoquer ce qui se passe depuis quelques jours. On a commencé par avoir ces bruits beaucoup plus samedi lorsque les populations sont allées à la préfecture pour dire au préfet s'il entend ce qui se passe depuis quelques semaines dans sa localité. Parce que justement la préfecture de Sotobois est secouée par des découvertes macabres, des femmes qu'on retrouve mortes, soit au champ, soit sur le chemin. Du retour du marché ou de la pompe et tout le reste. Alors, les découvertes macabres, au-delà de tout ce qu'on est en train de dire des morts, c'est que on retrouve des victimes qui sont dépossédées de leurs organes. Soit le sang, qui est un organe aussi, la langue et tout le reste. Ce matin, nous avons eu un Kawa Choli sur nos antennes parce qu'il y a plusieurs organisations qui ont écrit une lettre ouverte au président de la République pour lui faire part de ce problème. Alors, la question aujourd'hui, que se passe-t-il à Sotobois véritablement, chers petits? Eric, si tu le permets, je voudrais d'abord présenter mes condoléances et ma compassion à nos frères et sœurs de Sotobois. J'ai joint deux confrères là-bas qui ont raconté un peu ce qui se passe. C'est quand même désolant. Les gens ne dorment plus les deux yeux fermés. Ils ont un œil ouvert parce qu'à tout moment, c'est la panique. Comme présenter mes condoléances, ma compassion aux habitants de Sotobois. Et cela nous ramène encore, Eric, à parler de nos institutions. Parce que je ne peux pas imaginer qu'on dise qu'il y a une certaine victime depuis hier. De la nuit de dimanche à lundi, il y a eu encore une autre victime. Une autre victime. Et que le procureur de la localité n'ouvre pas une enquête. Deux, qu'on dit... Ça dit qu'on tue une première personne. C'est ça. Le procureur dit rien. Et le préfet non plus. Deuxième personne. Laissons le troisième de côté. Troisième personne. Quatrième, cinquième, sixième, septième personne. On ne dit rien. Deux, actuellement à Sotobois, il y a un camp militaire. Oui. La ville est assaisie aujourd'hui, clairement. Il y a un camp militaire à Sotobois. Comment depuis là, on ne peut même pas mettre la main sur une seule personne?
vu le camp qu'il y a au niveau de Sotobo, on ne peut même pas mettre la main sur quelqu'un, du moins qu'une seule personne. Et qu'on tue 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 7. Et qu'on ne dit rien. 3, on a quand même un gouvernement qui devait quand même communiquer pour dire voilà ce qui se passe, mais nous sommes en train de mener des enquêtes sur la base du communiqué que le procureur de la localité aurait sorti. Le gouvernement pouvait quand même se baser sur ça, ne serait-ce que seulement pour calmer la population. Dire aux populations, écoutez, nous sommes là pour vous. Nous avons appris ce qui se passe, mais nous sommes en train de prendre les dispositions, nous menons des enquêtes, et très bientôt, tout juste pour assurer la population. Mais quand on se tait, et c'est les réseaux sociaux qui informent les gens, nous tous nous connaissons un peu l'ampleur des réseaux sociaux. Oui, bien sûr, et d'ailleurs, ceux qui ont filmé, ont pris des photos, qui ont mis sur les réseaux sociaux, ont été arrêtés. Et ouais, c'est pas bien. Donc moi je crois que il faut ça veut dire qu'ils ne veulent pas que les gens sachent qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Non, ce n'est pas ça. Mais vous savez, Ambroise, ce genre de, comment dire, présenter un corps comme ça sur les réseaux sociaux, c'est quand même, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Et l'autre aspect, je voulais me chuter la parole, c'est le préfet. Comment un préfet dit qu'il est occupé, qu'il ne peut pas recevoir une population qui est en détresse? Mais finalement, tu es là pourquoi? Tu es là pourquoi? C'est ça le problème. Le préfet s'appelle comment? C'est le représentant du pouvoir central. Il ne peut pas dire qu'il est occupé. Ouais. Donc je crois que quelque part aujourd'hui, moi je voudrais inviter le gouvernement. Parce que c'est eux aujourd'hui qui nous protègent pour quoi qu'on dise. Exactement. Dieu nous protège, mais à côté de Dieu, il a mis effectivement les hommes. Il a placé les hommes pour nous soutenir. Soutenir les hommes là-bas, surtout c'est qu'il y a un camp militaire. Il faudrait quand même que les militaires là agissent. Si on me disait qu'on a tué une personne, et ça s'est arrêté là je peux comprendre. Qu'on tue jusqu'à 7, et que jusque-là, on ne trouve aucune trace, on ne communique pas, vous voyez que ça fait quand même peur. Alors aujourd'hui, on parle clairement, la société civile togolaise parle clairement d'un crime rituel. Parce que quand on dit, on découvre un corps sans vie, d'accord, c'est pas encore grave, même si c'est grave, excusez-moi de le dire, mais que cet individu mort, on lui a soutiré du sang, on organe, on coupe des langues, on mutile, en bref, ces gens-là, ça veut dire qu'on est clairement en situation de crime rituel. Joseph. Je pense que d'abord, je vais aussi présenter des condoléances quand même à ces populations, à nos frères et sœurs de Sotobo. Et ça fait vraiment mal, très très mal. De telle sorte que on se demande est-ce qu'on a besoin d'en arriver là aussi? Des fois, est-ce qu'on n'a pas besoin de crier au fort et de présenter même si l'image touche, ce qu'on n'a pas besoin aussi de le faire. Parce que si vous criez, personne ne vous entend, ou bien vous n'avez personne même pour vous aider, à un certain moment, soit vous prenez les trompettes, c'est pas oui, là pour que le bruit soit fort et que les gens puissent nous écouter. Parce que ce qui se passe chez nous, à Sotobo, est vraiment triste et à déplorer. Et moi, j'ai été informé, je sais que à chaque jour, il y a des rapports qui sont effectués au chef de l'État, du moins au cabinet des forces armées sécuritaires, des forces armées sur l'état du territoire. Cela veut dire que si un voleur aujourd'hui qui est pris dans un quartier, on est au courant. On est au courant. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut pas me dire, par exemple, jusqu'à 7 victimes qu'on n'est pas au courant? Peut-être qu'on me dirait que bon, on est en train d'enquêter. Mais je pense que ça a trop duré. Ça a trop duré tellement que la population, arrivée à certains moments, est obligée de crier à celui qui peut le sauver, à celui qui peut la sauver. Donc, ce qui s'est passé, ça fait passer. Moi, quand j'avais eu c'est vrai que j'ai appelé un confrère qui m'a raconté l'histoire, mais j'avais eu les larmes aux yeux. L'autre chose, c'est toujours ce problème de communication, le défaut de communication. À chaque fois, tout à l'heure, on vient de le dire. L'autre débat,
l'autre sujet avant celui-ci. Donc, c'est-à-dire que c'est un problème de communication. Vous savez ce qui s'est passé avec la CET et tout ça. On a crié. Et jusqu'à présent, ils ne savent même pas si nos cris ont été entendus par rapport à quelques techniques de fait. Est-ce qu'on a besoin d'en arriver là d'abord, avant que les gens se réveillent de leur sommeil pour dire « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Non! Comme vous l'avez dit, parce que dans chaque préfecture, il y a un commissariat. Oui. Donc, je suis sûr que ce qui se doit de passer, d'ailleurs, pour identifier le corps, je ne pense pas que ces corps-là, on les enterre comme ça. Soit la gendarmerie vient, faire ses impressions, tout cela, faire son rapport, avant qu'on autorise aussi qu'on enterre quand même du moins cette victime. Donc, je pense que tout ça a été fait. Mais pourquoi même le rôle n'est pas informé? Et puis l'autre, comme le dit nos préfets tout puissants à l'intérieur du pays, faites extrêmement attention. Il faut faire extrêmement attention. Vous savez, nous sommes dans une, bon, on vient de le dire, dans une période de sécurité sensible, tout ça. Il faut faire extrêmement attention. Et nous avons dit qu'il y a même des cellules dormantes. Oui. Donc là, des gens peuvent être dans la zone. Mais attention. Ce comportement-là. Mais attention. Ce qui s'est passé la fois dernière, c'est-à-dire que ça peut aller au-delà de ça même. Heureusement qu'il y a certains cadres peut-être qui se sont levés, attention, pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Il faut faire seulement attention. Il faut ça là, non, il faut baisser quand même de l'eau sur le feu. Oui, parce qu'actuellement il y a semble-t-il, j'ai eu quand même discuté il y avait quelqu'un qui dit oui, il y a un redéploiement des cadres. Voilà. De Stoubois dans la ville pour aller parler aux jeunes, voilà, à la population. Voilà. Mais est-ce qu'à tout moment il faut attendre qu'il y ait le feu avant d'envoyer les cadres pour parler aux jeunes? Non. Vous savez, moi, au-delà de tout, il y a un problème réel. On est en train d'assassiner des gens un à un. Mais cependant, supposons que c'est un membre de la famille de ces cadres qui a été assassiné. Est-ce qu'il y aura quand même cette réaction? Je suis sûr que les gens vont commencer à aller sur le terrain depuis, avant que même avant qu'on en aille jusqu'à cette explosion la fois dernière. Oui. Et l'autre fois, l'autre chose, c'est que je reviens pour nos préfets, que ce soit nos maires, nos préfets, pour dire la population. Moi, je préfère que je sois autorité de ma localité et que la localité me lynche mieux que je fasse appel quand même aux forces de sécurité pour venir quand même tuer les... Moi, pas tuer même, c'est-à-dire que réprimer violemment les gens. Que les gens oui, mais parce que quand je mets peut-être là, je suis martyr. Je suis le serviteur. Je suis martyr, serviteur, et mon nom restera à jamais. Voilà. Mais le contraire, c'est ça qui me serait vraiment défavorable quand j'appelle les miens. Et puis regardez, à chaque fois qu'il y a un petit soulèvement à l'intérieur, on prend le téléphone, c'est juste après d'abord la gendarmerie pour venir d'abord mater les gens. Militaire. Pour mater les gens. Rétablir. Et le mot rétablir même à son sens militaire. Alors qu'il suffit seulement que le préfet la sorte. Reçoive les gens. Voilà. Je suis à vous. Qu'est-ce qui se passe? Ah, monsieur le préfet, non. Alors qu'il est protégé par les... Voilà. Et qu'après, le préfet, je suis au courant, mais il y a un travail qui est en train de faire. Et après, c'est simple comme ça. Très simple. Après, le préfet peut-être appelle les chefs traditionnels, ils se réunissent, ils réfléchissent là-dessus, et après on appelle la jeunesse, on travaille là-dessus pour voir, bon, en dehors des enquêtes, là, quels sont les dispositifs à mettre en place pour que la nuit ou bien les jours, on puisse quand même sécuriser la localité. Très simple. Très simple. C'est comme ce qui s'est passé le 12 février dernier au Libéria. Oui. Lorsque les femmes soldates ont érigé des barrages pour dire attention, monsieur le nouveau président, nous en avons marre. Parce que nos conditions ne sont plus. C'est les femmes. Les femmes de militaires. Voilà. Les femmes de militaires. Les femmes soldates. Les femmes de militaires, vous m'excusez. Que attention, mais est-ce qu'on en a marre? Mais arrivé à ce moment, c'est le président de la République, attention, lui-même, c'est le président de la République qui a dit non, mais je vous reçois dans les heures, dans les bruits d'assume. Et on a fait c'était déjà. Et le président de la République, à 10 jours, juste après nomination, 10 jours juste après nomination. Johnson. Non. Prince 3 Johnson. Juste après 10 jours après sa nomination, il a été éjecté comme ça. Mais le président a eu quand même l'amabilité de recevoir ces femmes-là. Et c'est fini, le problème s'est stoppé. Donc voilà. C'est ce qu'on peut être leader. Lorsqu'on est leader, on écoute. Et on est... Ici,
En fait, ce n'est pas qu'on se casse des gens, mais ça veut dire qu'on est au-dessus de la mêlée. Et on écoute tout le monde. Et puis on reçoit tout le monde. Donc, je demande à nos autorités d'être leaders. Tout simplement. Ce discours-là, ils l'entendront lorsqu'ils peut-être ils partiront. Ils ne le feront pas. Pourquoi je dis ils ne le feront pas? Tu as dit des choses très objectives et essentielles. D'abord, concernant le préfet, c'est le préfet, non? Oui, c'est le préfet, le représentant principal. Je ne sais pas si c'est rappelé. Qui s'est rappelé de ce qui s'est passé à Mango. Il y a de cela 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Et le commissaire même, parmi eux, il y a quelqu'un qui a perdu la vie. C'est les gens de comportement qui ont excité nos amis Tchokossi. C'est les gens, ils ne blaguent pas. Moi, j'ai toujours dit, c'est nos frères là qui sont là-bas, si jamais. C'est eux qui étaient allumés. Oh, ce régime ne serait pas là aujourd'hui. Je le dis en toute sincérité. Parce que il y a des populations qui ne digèrent pas certaines choses. Vous convoquez un à Mango, c'est tout le canton qui atterrit au commissariat. C'est vrai que ce qui s'est passé est regrettable. Mais c'est sur ce genre de comportement qu'a adopté le préfet là de Soutibois qui amène ça. Vous savez qu'il y a déjà une fibre. Il y a une question de fibre identitaire dans cette zone. Exactement. Où la question du premier arrivant s'est posée entre Kabylie et Kotokoli. La Matissi et tout ça. Ça là. Parce que les premiers arrivants, on les connaît. Et ceux qui sont arrivés après, on les connaît. C'est ça même l'origine de la chose. Mais on ne va pas s'étaler sur ça. Ici, on parle de crime rituel. Parce que quand ça a commencé, moi je pensais que c'était ça. Ici, on parle de crime rituel parce que les élections arriveraient. Et dans certains milieux, tout comme au niveau de la canne, on a enterré des bœufs vivants pour pouvoir être élu. On pense que... Ah non, c'est pas avec des organes humains quand même. Juste, mais rappelle-toi des histoires d'Agouenivé. Ah oui, en 2012. Oui. Les filles d'Agouenivé. Simlia. Oui, Simlia et Liwa et autres qui ont été condamnés par la cour d'assises. Pour vous dire, et donc certaines autorités ont été aussi étiquetées. Donc, on a été cités. Bon, alors, peut-être qu'il n'en est rien. Aujourd'hui, nous sommes devant ces cas de figure qui conduisent à ce qu'on élucide réellement ce qui se passe là-bas. En le faisant ainsi, les gens diront qu'ils sont complices, qu'ils en ont pour quelque chose. Parce qu'il y a eu une découverte vendredi, donc ça a amené les populations samedi à aller à la préfecture. Ils ont été réprimés, on a arrêté certains. Et puis, la nuit de dimanche à lundi, il y a encore un autre crime. Comme si ça ne suffisait pas. Ouais. Vous voyez, c'est pourquoi je dis Joseph a touché les points essentiels de ce qui s'est passé là-bas. Concernant ce préfet-là, qui a dû appeler les militaires, pas ceux-là qui doivent venir maintenir l'ordre. Oui. Parce que maintenir l'ordre et rétablir l'ordre, c'est deux choses différentes dans le jargon militaire. Vous venez pour maintenir l'ordre. Ça, c'est la police gendarmerie qui font ça. Voilà, c'est parce que il y a un problème, il y a un échauffouré, il faut mettre du calme. Mais on ne casse pas les épaules, on ne casse pas les clavicules. Mais les gens sont venus rétablir l'ordre. Ça veut dire que c'est des troubles de foutailles, des fouteurs de troubles. C'est des bandits, c'est des gens considérés comme des voyous. C'est l'autorité publique. On ne peut pas dire que c'est des voyous. Mais le terme rétablir l'ordre là, oui. Le sens, tu n'as pas son sens. Oui. C'est de venir casser les clavicules, les tibias, tout ça là, pour que les gens entendent. Et malheureusement, c'est ce qu'on a pu constater la dernière fois. Et ça va encore exacerber la crise. Demain, vous entendez qu'Union a gagné à Soutibois. Ce qui n'est même pas possible. L'Union a toujours gagné à Soutibois, il me semble. Oui. Vous pensez que toute une population qui sont les résultats qu'on nous donne en fait. Qui réclame parce que ma fille a été tuée, mon garçon a été tué, et que le préfet sorte des gens pour aller militaires pour aller mater, et que les gens soient encore comme des bêtes, excusez-moi, du peu, entre griffes, pour aller voir ces gens-là. C'est là où la preuve sera que c'est la fraude qui sera toujours là. Mais en attendant que cette fraude n'arrive, les préfets qui sont là, nommés aujourd'hui dans leur poste là, c'est vrai, ils représentent le pouvoir central. Mais ils travaillent, ils sont serviteurs de la population. C'est le premier message qu'ils doivent avoir dans la tête. Il a dit quelque chose de très important. Ceux pour qui je suis là, si je mourais, que eux sont en vie, je gagne en martyr. Mais si moi je dois appeler les militaires pour venir les tuer, quand je dis réprimer, dans réprimer il y a tuer. Parce que les gens meurent, certains meurent par la suite. Et que moi seul je vive, qu'est-ce que je gagne dans ça? Encore je deviens martyr. Mon nom sera sali à jamais parce que je ne serai pas préfet à vie là-bas. Non seulement ça, un jour je mourrai et c'est mes enfants,
le nom là sera collé à mes enfants que c'est votre père qui a tué ici. Le cas Kouloum a tapé. Le cas Kouloum est toujours d'actualité. Et encore, malgré qu'il est âgé, vous allez encore entendre des choses de Tapamé. Pour vous dire que, moi de mon vivant, ce nom-là ne disparaîtra jamais de ma tête. Je n'ai rien contre M. Kouloum. Mais tous les rapports l'ont cité. D'accord. Donc, que le préfet là, pas forcément les militaires sont aussi nombreux. Mais ces gens-là qui font le zèle, moi je suis préfet, donc je le présente, et le président de la République, et le premier ministre, tout le gouvernement là-bas. Donc, j'ai la loi. Et j'ai la loi et la force à mes côtés, je peux faire ce que je veux là. Demain, ça rattrape. Je vais lire quelques messages des auditeurs qui réagissent justement. Un auditeur qui nous dit, je pense que c'est une affaire politico-rituelle qui ne dit pas son nom. L'élection approche, les gens sont prêts à tout. Ce qui choque, c'est la sortie des militaires contre la population qui veut rencontrer le préfet. Les hommes puissants font tout pour être élus. Satan est parmi nous, dit donc cet auditeur. Je ne sais pas s'il a vu sa couleur. Un autre qui nous dit, en fait, le pouvoir est pris dans son propre piège, puisque pendant plus de 3 ans, il a refusé des manifestations de l'opposition alors que les élections arrivent. Est-ce qu'il va encore interdire les regroupements et les meetings? C'est la question que pour l'auditeur. Il dit, dans ce cas, parlant de l'affaire, la dernière qu'on est en train d'évoquer, pensez-vous, quand il y aura d'autres problèmes, est-ce que la population aura confiance donc en ses dirigeants de la localité? Pourquoi tout se règle avec violence dans ce pays, dit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit, en ce qui concerne le cas de Sotoboa, je me demande si après le départ du ministre Yark, celui qui est venu le remplacer est toujours là ou il est reparti là où il a été donc niché. Non, pas le ministre de la sécurité. Alors, il y a un auditeur. Comment? S'il est là. Mais comment il n'est pas là? C'est le ministre, non? Le ministre de tout. Mais il est là. Qui continue toujours à travailler. Non, comment ça? Nous sommes au Togo. Non, mais il est ambassadeur. Non, il est ambassadeur. Non. Nous avons un ministre. Attendez. Non, il est toujours ambassadeur. Non, mais quand vous le voyez quelque part, on met toujours ambassadeur. Moi, j'ai jamais vu qu'on a mis ministre de la sécurité là, devant lui. Toujours ambassadeur. Togo. Oui, mais il est nommé ministre de la sécurité. Il était avec le président, je crois, à Abidjan la dernière fois. Robert Dessous a raison. Est-ce qu'il est ministre ou bien il est Robert Dessous qui a raison. Robert Dessous. Il a dit quoi? Le maintenant avocat béninois. Complexe, mon frère. Le Togo est un cas atypique. Non, mais en fait. Lui, il a raison de poser la question. Mais est-ce que le ministre de la sécurité, il est là? Mais il est là. Je l'ai vu avec le président sur les photos. Est-ce que tu as vu un ambassadeur avec le président ou bien tu as vu le ministre avec le président? Il est ministre. Parce que plusieurs fois. Il avait le décret comme nous, non? Oui, mais plusieurs fois quand je l'ai vu, au cours d'un discours, mais devant lui on a mis ambassadeur. On n'a pas mis ministre de la sécurité. Bon, c'est ça pas là, donc, non, même la tête était montrée. Oui, j'ai vu la dernière fois lors du rapport général des forces armées congolaises, à Kara, on a mis devant lui, c'est vrai, ambassadeur. Oui. Et c'est pas la première fois. Ah, d'accord. Togo. Ah bon? Non, c'est pas la première fois. Oui, c'est pas la première fois. Ça, c'est une faute protocolaire. Bon, il sait pas. Et oui, finalement. Bon. Oui, parce que finalement, on est en train de parler de ce point là. Finalement, on ne sait même pas. En fait, c'est Joseph qui nous a amené vers ce terrain en demandant s'il y a un pas de sécurité. Il y a un patron. Non, mais voilà, c'est à ça que je voulais en venir. C'est-à-dire qu'il y a le chef suprême des armées, qui est le président Faure Gnassingbé. Oui. Et quoi qu'on dise, il y a le ministre de la Défense. Voilà, il cumule les deux. Oui. Et on a un ministre de la Sécurité qui est Kalis Mayulba. Oui. C'est ce que nous savons. Parce qu'aujourd'hui, le ministre Yark n'est plus au ministère de la Sécurité, même le ministre Yark aujourd'hui est au ministère de l'eau. Mais il peut consulter. Oui, mais si c'est consulter, mais ça doit être peut-être d'une façon officieuse. C'est lui qui a toujours les manettes, sûrement. Non, je ne crois pas. Comment se fait donc, oui. Ce que nous sommes en train de dire, vous savez, Eric, c'est ce qui se passe à Sotoboa doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller à quel titre? C'est-à-dire que c'est comme si on n'a plus une sécurité sûre quelque part. C'est-à-dire qu'à tout moment, tout peut arriver. Ah, il semble, puisque
vous réglissez sur le cas de Sotobois. Je m'en ça rapidement. Il y a un auditeur qui nous dit, c'est un confrère d'ailleurs, qui nous dit qu'en diplomatie, cela existe, que c'est un titre protocolaire qu'il peut porter. Voilà. D'accord. Mais qui porte celui qui est prioritaire à nous aujourd'hui. C'est le ministre de la Sécurité. Oui. Ambassadeur et ministre là, dans le commerce des mortels, qui intéresse plus? Qu'est-ce dans les deux quand il est en Europe, il est ambassadeur. Quand il est sur le territoire, il est ministre de la Sécurité. Oui, mais et donc, dans le d'une manifestation officielle ici, il est ministre, mais il n'est pas ambassadeur. Mais il dit quand on l'écrit, mais en fait, personne n'est interpellé. Peut-être que c'est lui qui a fait le choix. Il veut qu'on l'appelle ambassadeur au lieu de ministre de la Sécurité. D'accord, très bien. Alors, il y a un auditeur qui nous dit, puisqu'on entend parler de Sotobois, on a encore 2 minutes pour l'évoquer, qui nous dit, alors, a-t-on déjà fait la lumière sur les tueries rituelles à Aguerre quand champ de tir? Il y en a qui sont en prison. Oui, il y en a qui sont en prison. Alors, il dit, même les suspects sont ministres dans le gouvernement actuellement, je sais pas trop. La vie des Togolais est vraiment importante aux yeux de ce pouvoir, se demande donc l'auditeur sur le sujet. Il y a un autre auditeur qui nous dit ceci. Bon, je pense que c'est beaucoup plus sur le sujet précédent. Non, moi, c'est ce que ce que moi je disais dans cette histoire, c'est que je suis peiné que à l'international aujourd'hui, on puisse interpeller le président de la République par rapport à cette situation. C'est des trucs internes qu'on peut régler, gérer par le procureur de la République. Oui, mais quand des gens n'arrivent pas à gérer, mais c'est ce que j'ai dit. On s'adresse donc au premier magistrat. Non, c'est ce que j'ai dit. Je suis peiné que quelque chose comme ça, d'une grande gravité, qu'on ne puisse pas le gérer et que c'est à l'international qu'on interpelle notre président. Le président n'est pas le procureur. Le procureur doit faire son travail. On a un ministre de la Sécurité qui doit également faire son travail. Mais pourquoi le procureur ne parle jamais, ne dit rien? L'affaire là devait être élucidée par le procureur qui est au niveau de Sotobois. C'est lui qui devait être le premier à parler de cette affaire et dire ce qui s'est réellement passé. Parce que c'est vous qui disiez tout à l'heure qu'on a interpellé ceux qui ont commencé par... oui, bien sûr. Par le confrère. Voilà. Alors, on n'est pas au courant. C'est-à-dire que sûrement que c'est sur les réseaux sociaux encore que ça a fuité. Ouais, donc, il faudrait que quand même le procureur de la République, au niveau de Sotobois, nous dise, au moins qu'il nous donne des bribes de ce qui s'est... d'informations de ce qui s'est réellement passé. Qu'on fasse un peu l'opinion de ce qui s'est passé là-bas. Mais lorsqu'on se tait... Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui vont s'emparer de ces informations jusqu'à ce que le gouvernement vienne rétablir la vérité. Mais ce serait un peu compliqué. C'est déjà parti, quoi. Vous voyez, donc, au fait, c'est ça. Donc, je crois que... Et puis, aujourd'hui, il faut reconnaître que le Togo est dans une posture, aujourd'hui, de pouvoir signer des accords entre le Mali, entre le Niger, et le Burkina. Et vous savez que l'axe Lomé vers Cinquancé, on passe toujours par Sotobois. Et s'il y a ce genre de choses, un peu, les gens auront peur de pouvoir faire passer leurs marchandises par là. Donc vous voyez, aujourd'hui, l'environnement... Ça aussi, c'est quand même curieux, et c'est particulier au Togo que vous avez une seule route qui relie Lomé au sud jusqu'au nord. Il faut faire très attention. C'est-à-dire que demander à l'État, parce que là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans un monde où moindres choses font fuir les opérateurs économiques. Oui, parce que si aujourd'hui les gens apprennent qu'arriver au niveau de Sotobois, il y a des tueries, mais les gens auront peur de pouvoir passer. L'autre chose, c'est que en fait, ce qui peut faire mal à un père de famille, c'est soit avoir un enfant qui ne le ressent pas, ou bien avoir un enfant qui ne se comporte pas comme lui. Oui. Ouais, déjà. Si. Voilà. Donc, c'est ce qui peut faire mal à un père. Parce que surtout quand il a 2 garçons, par exemple, il y a un garçon. Donc, je voudrais juste dire que le chef de l'État normal, là où il est, il devait regretter la nomination de certains préfets. Si lui... Non, vous pensez? Oui, mais c'est-à-dire que si lui, aujourd'hui, en tant que médiateur de la sous-région, il peut même aller débloquer des situations difficiles, compliquées. Et que ses enfants même, je ne sais pas, sont incapables de le faire même. Oui, mais dans leur petite localité. C'est comme Jésus et ses disciples. On dit que Jésus est parti, on a amené les enfants, les disciples n'avaient pas prié pour les enfants. C'est un truc comme ça.
Vous êtes avec la personne, mais vous ne voulez pas imiter, vous ne voulez pas copier, vous ne voulez pas ressembler à la personne. C'est l'hypocrisie ou bien quoi? Si le chef... Ambroise Pasteur nous le dira. Bon, d'accord. Mais si le chef de l'État, lui... Je ne suis pas plus pasteur que Jean. Vous réclamez vos titres. Non. D'accord. Donc, j'ai dit, si le chef de l'État, lui, malgré ce qu'on a vu, le chef d'État évangélisé, Oui, c'est la a prêché quand même pour Ouattara, qui arrivait effectivement à dormir debout, parce que tu sais qu'il écoutait, il ne fait qu'avaler. Donc, il dit, si le chef d'État a ce pouvoir de le faire, mais pourquoi les gens ne peuvent pas aller à son école? C'est le jeune doyen, attention. Mais qui a évangélisé l'outil, qui a prêché pour le grand doyen. J'ai dit, oui, c'est pourquoi, pourquoi les gens ne peuvent pas aller à son école, c'est-à-dire écouter les gens, aller à la médiation, faire ce qu'il n'y a pas de problème, réconcilier les gens, concilier les gens. Pourquoi les gens ne peuvent pas le faire? Peut-être qu'il le fait pour être seul, le bon. Donc, c'est ça quoi. Il y a aussi des gens qui sont comme ça. Donc je dois être le seul à être apprécié. Donc je demande encore au préfet d'être leader et d'imiter le maître. D'accord. Un dernier message sur le sujet, on passe à notre sujet. Un auditeur qui nous dit moi, le cas du procureur me fait pitié. Si c'est un simple citoyen ou journaliste, immédiatement, tu vas le voir sortir et dire des choses bizarres qui n'ont même pas de sens. Et donc, le SCRIC par là pour aller traquer un simple citoyen qui n'a même pas un fusil artisanal. Mais s'il s'agit donc d'une autorité, silence total, c'est vraiment dommage pour eux, dit donc cet auditeur-là. Il y a un autre qui pose la question clairement, si nous avons vraiment un procureur dans ce pays. Oui, il y a un procureur. Le procureur, c'est dans chaque localité. Il y a un procureur général dans chaque localité. Et donc là, on est en train d'interpeller clairement le procureur général de Sotoboa sur le sujet. Messieurs, un autre sujet. Si vous voulez, sur la question de l'argent, de la reddition des comptes, je veux dire, vous savez, il y a un sujet qui circule dans l'opinion depuis quelques jours, c'est sur sur l'INAM et la SAFER. Il nous est revenu que l'inspection générale d'État a fait un audit clairement, l'audit 2021, sur ces deux structures, l'INAM et la SAFER, et on en est arrivé à un constat clair aujourd'hui qu'il y a eu des gens qui ont détourné beaucoup d'argent. Et l'inspection générale d'État demande aujourd'hui clairement à ce qu'on rembourse. On parle de remboursement express à l'INAM et à la SAFER. Et la question que nous on se pose aujourd'hui, il se passe quoi avec l'argent public? Que se passe-t-il, Joseph Gada? Non, d'abord... Attendez là, il se passe quoi? Rien. Ah oui? Rien. Je pense que tout à l'heure on vient de le dire. S'il y a quelque chose, il faut communiquer là-dessus. Voilà. Nous avons la Cour des comptes qui peut communiquer là-dessus aussi. Parce que c'est la gestion quand même des finances publiques. Bon, la question de savoir d'abord, vous avez eu à citer deux sociétés d'État autonomes. Je voudrais savoir d'abord, est-ce que l'inspection générale a notifié d'abord à ces deux structures autonomes comme de l'État? Puisque dès que l'information est sortie, moi en tant que journaliste, j'ai eu à vérifier l'information. Et on me dit pour le moment, personne ne l'a notifié quoi que ce soit. Dès que l'information est sortie, je ne sais même pas, parce que c'est un confrère aussi qui a publié la information. Donc, c'est un article payant. Bon, donc bien sûr. Pour le moment, ces sociétés du moins sont là et attendent à ce qu'on puisse leur notifier ce qui s'est passé. Et dès que ce sera notifié, donc ils vont vérifier. Il y a eu quand même l'audit, hein. Oui, l'audit c'est normal. Parce que non, en fait, l'audit même c'est ce qu'il y a de mieux même. Parce qu'il faut auditer au moins une société et voir comment la société fonctionne. Si ça ne fonctionne pas bien, si ça fonctionne bien, qu'est-ce qu'il faut améliorer? C'est-à-dire que l'audit a eu lieu quand même. Oui, l'audit a eu lieu. Oui. Est-ce qu'il y a eu l'audit? Oui, il y a eu audit. Voilà. Et après audit, il y a des recommandations qui sont quand même faites. Oui. Et ça ne sert pas le confrère. Voilà. Maintenant, si il faut rembourser par rapport à des erreurs qui sont commises par-ci par-là, des fautes par-ci par-là, là, il revient aussi à l'inspection générale de le notifier quand même à ces deux sociétés et que rapidement on puisse voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors, est-ce que ça a été notifié? Pour le moment, sur mes informations, rien n'a été notifié et les sociétés aussi attendent que l'inspection générale leur notifie et ce qui va faire pour que s'il y a remboursement, il n'y aura pas remboursement. Donc bon, pour le moment, je voudrais m'arrêter là. Je ne vais pas trop aussi aller. C'est quand même bizarre tout ça, hein, Jacques Dacouzi. Justement, vous savez,
la question de l'INAM. Vous savez, et SAFER, c'est des questions qui reviennent de temps en temps sur la reddition effectivement des comptes. Et moi, dans tout ça là, il faut voir les conseils d'administration de ces sociétés-là. Vous prenez par exemple la SAFER, vous prenez l'INAM. Quels sont ceux qui sont dans les conseils d'administration? Ceux qui s'asseyent tout le temps là-bas. Oui. Pour décider. Pour décider. Et qu'on dise qu'il y a beaucoup de détournements au niveau de ces sociétés et que aucun, au niveau du conseil d'administration, ne lève le doigt pour situer un peu l'opinion. Par exemple, le confrère écrit, en cas à l'INAM, par exemple, plus de 96 millions de francs CFA de dépenses de missions sans justificatif. Quand même. Eric, comme le disait souvent un ancien combattant, mais un peu de quand même. Un peu de quand même. Vous voyez, comme le dira. C'est l'audit. Donc, quand même, on peut pas tout le temps. Non, mais ça fait quand même mal. Ça fait mal. Et au même moment, vous voyez ce qui fait mal à nos compatriotes. Vous savez, quand on parle de l'assurance maladie universelle, et quand on parle de l'INAM, nos compatriotes mais ils sont remontés. Quand vous leur parlez de ça, au même moment ils disent, mais voilà les détournements qui se font à ce niveau, et qu'on nous dise encore de cotiser pour la maladie universelle. Vous voyez, donc les compatriotes ne comprennent pas. Pourquoi? Pour la santé, on a dit maladie universelle. Vous voyez, en fait c'est ça. Donc, nous sommes sérieux. Il faudrait aujourd'hui que, c'est vrai que la Cour des comptes a fait un travail extraordinaire. Il faudrait aujourd'hui que cette cour-là aille jusqu'au bout. C'est vrai. C'est l'expression c'est vrai que je crois que c'est la Alpucha qui disait entre-temps que ils ont demandé à certains de venir payer en tous pour que ça ne se C'est-à-dire que, oui, au-delà de tout ce qu'on est en train de dire là, ça veut dire que quand des gens sont en faute, qui prennent de la largesse avec l'argent public, la seule et unique sanction aujourd'hui qu'on leur colle, c'est rembourser. Est-ce que c'est pas un problème? Bon, Eric, est-ce que ça se fait vraiment? Bon, ça, c'est le problème. C'est le débat. Est-ce que les gens remboursent? Non, peut-être qu'il faut vérifier au niveau du trésor. Supposons. On a réclamé les noms, c'est les photos. Oui. Guardian avait réclamé ça. Oui, bien sûr, je me rappelle très bien. Supposons que les gens. On t'a donné, il paraît. Supposons que les gens remboursent. Oui. Supposons que les gens remboursent. Est-ce que c'est une sanction ça? C'est deux choses. Lorsque vous voulez, il y a deux choses. Soit vous remboursez et après vous êtes puni. Ou soit vous êtes puni en remboursant. Oui. Vous voyez. Donc ici, les gens ont tellement pris que de telle façon que s'ils ne peuvent pas tout rembourser directement, au moins on vous donne la largesse de rembourser en attendant de réfléchir pour voir comment il faut rembourser totalement. Peut-être parce que c'est à la justice de faire le reste. C'est Rapucia peut négocier pour que les gens remboursent. Peut-être qu'il revient à la justice d'aller au niveau de la punition. Je ne sais pas si... voilà. Oui, je me dis aujourd'hui qu'on a un sérieux problème avec les questions de détournement de fonds. On en a déjà fleuré dans nos précédents éditions ou des articles dans notre journal Guardian. Et on est même allé loin en titrant que la Apucia, c'est le la Apucia puisse publier les noms et avec photo de ceux qui ont détourné les fonds et ceux qui ont commencé par payer et ceux qui n'ont pas encore commencé à payer. Ça aussi, c'est à vérifier si c'est vrai, quelqu'un a payé un seul franc quelque part. C'est la question à discuter. Non, naturellement. Parce que les cirques et les films que nous voyons depuis longtemps, ici chez nous, Togo, n'ont rien à voir avec Hollywood comment on appelle Nigeria et rien. Même les Indiens sont en avant, mais dit que les Indiens aussi. Ici, nos films sont particuliers. Les réalisateurs, les producteurs, les acteurs, les gens sont tellement particuliers que on vous dit un bon matin que ok, on constate qu'on a volé. On a les noms et les gens sont en train de venir rembourser.
C'est que le jour là, je me suis dit, mais tiens, mais les gens cherchent à prendre des gens pour les mettre en prison. Au Mali, au Niger, c'est comme ça. Maintenant, vous, quitte le grand frère, qui devait donner des leçons, dont le président court sur tous les territoires pour apaiser la situation, pour que ces genres de comportements ne se reproduisent pas. Vous nous dites que, au moins, vous avez pris des gens. On applaudit. Vous connaissez les gens. Vous connaissez les gens qui même viennent payer, qui viennent rembourser, avec qui ont détourné. Je dis bien qui ont volé l'argent de l'État. Voler, bon, pour ceux qui ne comprennent pas le mot détourner là, c'est voler. Dans un terme courant pour l'enfant de CM2, détournement de fonds, c'est voler l'argent de tous les Togolais. Et cet argent-là, vous l'allez voler, vous connaissez les gens. Ces gens-là viennent rembourser progressivement. On ne connaît ni le nom de ces gens-là, on ne connaît pas leurs photos, ce qu'ils ont remboursé, ce qui reste à rembourser, et ce qui reste encore à venir rembourser. Parce qu'il y a aussi le rapport de la Cour des comptes par rapport au Covid. Oui, on ne sait pas ce que cela devient aujourd'hui. Comment mais les gens nous ont promis 45 jours. Eric, dans pour tout ça, la commission parlementaire. Oui. Dans tout ça, ça passe il y a un truc qui est intéressant dans tout ça. C'est le travail qui se fait souvent au niveau de la Cour des comptes et au niveau des inspecteurs de l'État. Ces messieurs-là, je les jette de fleurs. Vous savez, c'est vrai qu'on est dans un pays bizarre et atypique où on peut vous sortir, on peut vous dire que les gens ont volé, mais nous ne sommes pas prêts à vous donner les noms, ni le montant qu'ils sont prêts à rembourser, mais les gens ont le courage quand même de produire des rapports, des faits, des vérités. Même si ça passe d'abord dans la main du chef de l'État avant de publier, lui aussi, il faut à un moment donné lui accorder un certain crédit parce que c'est lui qui autorise à publier ces rapports-là. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on nous dit que le rapport doit passer forcément par le gouvernement, par le chef de l'État, qui donne sa position avant que vous le publiez. C'est-à-dire que s'il y a détournement de fonds dans ces milieux-là, il est au courant. Mais là où la balle lui revient, et là où il a fauté, c'est de ne pas dire faites ce que vous en voulez. Le procureur est là, donnez des indications claires. Le président ne dit rien. Il ne dit rien. Non, en fait, non, je dis le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ici, les trois pouvoirs oui. se sont mariés. Non. Non, mon frère. On envoie un rapport au président. Moi, un juge m'a dit. Mais le juge, allez-y. Un juge m'a dit que les pouvoirs sont censés être indépendants dans ce pays. Législatif, exécutif et judiciaire. Quand le législatif et l'exécutif s'acoquinent, sont des mariés à vie. Comme au Sénégal. Non, le Sénégal, c'est Macky Sall qui joue au fou là-bas. Quand ces deux-là sont mariés, ils laissent de côté la justice. Quand un juge vient, on le nomme ce qu'on peut arriver à nommer, les bureaux sont vides. C'est lui-même qui doit acheter. Soit vous trouvez sur table, il n'y a pas de chaise, il n'y a rien. Vous achetez vos fauteuils, tout ça, vous mettez. Même le climatiseur, c'est vous-même qui gagnez, c'est ça. Le juge a combien de francs? 400 000. Ça, c'est le bruit, peut-être. Les autres, certains sont à 1 500 000 ailleurs, dans l'université, les autres sont ailleurs. Alors que les gens aussi sont passés par là. Aujourd'hui, on dit de détournement de fonds, on parle de détournement de fonds. Le procureur ne dit rien. Le procureur devait surtout s'exprimer immédiatement. Quand je parle du président, c'est parce que lui, il a vu le rapport. Et il dira simplement que chacun n'a qu'à faire son travail, quoi. Voilà. Et chacun fait son travail là, le procureur est dedans. La justice doit s'impliquer. C'est pas de courir derrière deux journalistes qui malheureusement sont tombés dans un mauvais endroit, même s'ils disent la vérité dans un dossier, dont l'affaire la traîne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais on nous a dit que des gens à des responsabilités de ce pays ont volé de l'argent. Mais vous ne dites rien à ces personnes-là, on ne connaît même pas le nom, le montant volé, ce qu'ils viennent rembourser, et on s'occupe des choses inutiles. Non mais ce pays, 2 secondes pour vous dire, moi je veux rappeler que l'ex-président de la RAPUCIA nous avait dit au cours d'une formation que lors d'une sensibilisation à l'intérieur du pays, après avoir sensibilisé les autres autorités locales, après à l'hôtel, il y a une autorité qui l'a appelé. Que non mais, qu'elle ne savait pas que ce qu'elle faisait, c'est du détournement. Ah bon? Qu'elle est venue rembourser parce qu'elle ne voulait pas que demain ses enfants aient des problèmes. Bon. Oui. Elle est comme ça qu'elle a volé quand même. Non, mais elle ne savait pas que l'autorité dit, parce qu'on lui a expliqué les différentes formes de détournement, de corruption, tout ça. Elle dit qu'elle n'a jamais su que c'est comme ça. Mais ce qu'elle a su, c'est qu'elle a amassé un peu d'argent.
qu'elle est venue, qu'elle voulait rembourser. C'est l'élément qui est important. Qu'elle voulait rembourser. Donc, vous avez compris que c'est pour cela que la sensibilisation est très importante pour la Russie. Parce que ça éveille les gens. Il y a des actes que des gens essaient de non. Le monsieur aussi, c'est vrai. Il fait ce qu'il peut, le président. Oui. Pas l'autre, le premier qu'on a nommé, qui est déjà corrompu. Aussitôt, là-bas nommé, il est corrompu avant. Non. Le vrai problème, c'est que il faut reconnaître qu'il y a certains qui sont malhonnêtes. Il faut le reconnaître. Il y a la malhonnêteté dans certaines choses. Vous vous rappelez de l'ancien président de la Russie, quelqu'un qui avait présenté un bon rapport. Vous vous rappelez? Oui. Conférence de presse. Et le lendemain, il dit non. Que c'est la presse qui a dit ça. C'est la vie corrompu. Que c'est la presse. Merci à Jacques d'avoir. Lui n'a jamais dit ça. Donc c'est pour vous dire quelque part. Ambroise a fait le temps de retracer qu'il parlait des pouvoirs. On sait qu'il y a le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. C'est-à-dire que le président Faure Gnassingbé vous nomme des postes. Mais faites le travail. Vous, Ambroise a dit tout à l'heure que sûrement, les rapports, quand on produit les rapports, on lui soumet les rapports. Mais M. Faure Gnassingbé peut voir le rapport, mais toi qui l'as soumis le rapport, tu fais quoi? Est-ce que c'est M. Faure Gnassingbé encore qui va te dire, mais va arrêter tel? Mais tu as ton rôle à jouer. Mais la Russie a soumis des dossiers à la justice depuis 2019. M. Faure Gnassingbé prenne encore son téléphone pour dire non, mais monsieur le procureur, arrêtez Eric. Il est le président de la magistrature, ou bien c'est ça? Non, mais que chacun fasse quand même son travail. C'est le premier magistrat. Là où il y a la confusion aussi. C'est le premier magistrat. La confusion non, il ne peut pas. C'est pas lui qui décide. Mais regardez s'il a le garant. Il est le garant. Il est le garant. Il est le premier. Il est le président de la comment on appelle ça? De magistrat. Oui. Et qui est remise en cause par cet aspect. Parce que ça veut dire que le pouvoir est inféodé à l'exécutif. Ce n'est pas lui en principe qui devait être le président de la magistrature suprême. Parce que là, il suffit qu'il donne l'ordre, tout chamboule en justice. C'est le débat actuellement au Gabon. Parce que vous voyez les magistrats. Ah non, mais je suis un qui a dit ça. Oui, que le président ne peut jamais présider. Oui, le juge. Il peut donner l'ordre, chambouler tout. Et là, je pense qu'il faut faire peut-être appel aux hommes de droit pour qu'ils réfléchissent là-dessus. Que fait le juge constitutionnel? Oui, parce que certains juges ont peur de prendre des décisions parce que le chef de l'État est un président du CSM. Voilà, c'est ça. Voilà, CSM. Conseil supérieur de magistrature. Voilà. Donc, est-ce qu'en prenant la décision, c'est sa position, il faut le frustrer, tout ça? Bon, donc, les gens réfléchissent. Le ministre de la Justice. Là où je l'ai appris, c'est que un jour que quelqu'un ose aussi condamner quelqu'un pour que le chef d'État aussi réagisse. Là, on sait que bon, il a réagi contre. Mais tant que vous ne posez pas l'acte, bon, vous ne pouvez pas savoir ce que l'autre pense. C'est important. D'accord, très bien. Monsieur, merci beaucoup. Il y a un auditeur qui nous dit, par exemple, sur le sujet, attendez, il dit, quelles sont les preuves de remboursement des voleurs? Vous en avez parlé tout à l'heure. Je pense qu'on a plus volé notre argent sous le président Faure Gnassingbé que sous le reste des affaires. Je me demande si ce sont ses amis, puisqu'il ne réagit jamais, dit donc l'auditeur. Il y a un autre auditeur qui me dit, comment peux-tu comprendre que nous, fonctionnaires, qui renflouons la caisse de cette boîte, alors que nous peinons à joindre les deux bouts avec les nombreux prêts à des taux exorbitants que des individus s'amusent avec. Vraiment, ça fait très très mal. Ailleurs, on augmente le salaire pour soulager la population et les fonctionnaires. Mais notre président, Faure, quant à lui, prend un décret pour nous prélever encore un nouveau taux pour l'AMU et à côté des bandits, des voyous, des tournants. J'attends le décret du président avec effet immédiat contre ces criminels financiers. J'ai très mal, dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit, le vrai problème est que chacun attend toujours un ordre d'en haut avant d'agir. Voilà pourquoi la lenteur dans les domaines de l'administration. Chacun a son rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer. En fait, quand les gens vont chez le président, le président lui ne dit rien. Donc il laisse faire, il est complice. Ni oui, ni non. C'est ce qui est grave. Bon, vous-même,
vous avez la loi, vous avez tout. Bon, allez travailler. Le président ne dit rien. Mais le président impulse quand même la dynamique de la gouvernance de l'État. Donc, bon, ça agit. Par exemple, un magistrat qui prend une décision, peut-être que c'est un proche du chef de l'État ou bien c'est un proche. Regardez-moi, comment on peut raisonner comme ça? Il sait pas. Il sait pas. Donc, ce que tu dis, c'est vrai. Oui, Monsieur, merci beaucoup. On vous a suffisamment écouté. Ce qu'on pouvait faire pour régler ce problème, Eric, c'est que si on avait accepté la déclaration des biens, on n'aura pas de problème. Cette histoire, c'est fini. Oui, mais c'est fini. Comment c'est fini? Mais qui a encore fait la déclaration des biens? On en a seul. Tu as suivi ça où? C'est un seul qui a déclaré ses biens. Parce que ça, Il y a le président de la République, c'est aussi le nouveau président qui a. Lui, il a intérêt parce que il parle des biens. Il a bien fait même. Parce qu'on ne peut pas demander aux gens de le faire, que soi-même, on soit. Alors, on va donner la parole aux auditeurs maintenant, messieurs. On vous a suffisamment écouté. On va écouter aussi aux auditeurs sur